Donc, chapitre la liberté, la justice et la loi, la morale, le bonheur. Pardon, l'État. Donc, chapitre 4. Le chapitre sur le bonheur sera le suivant. Donc, chapitre 4, l'État. Et je vais en profiter pour vous donner à méditer un sujet qui n'a pas une forme habituelle. Vous allez vite comprendre pourquoi. Le sujet que nous allons traiter, c'est que devons-nous à l'État? Que devons-nous à l'État? Alors, c'est pratique parce qu'on a vu la notion de devoir en long, en large et en travers dans le cours sur Kant. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur ce sujet? Une remarque, qu'est-ce qui vous frappe dans la forme que prend ce sujet? Il y a quelque chose qui le distingue très nettement des sujets que j'ai l'habitude de traiter, que vous aurez probablement à l'épreuve terminale, si épreuve terminale il y a. Ouais. Alors c'est pas ça qui devrait vous frapper en premier. On peut très bien répondre à cette question, absolument rien, et c'est même plutôt lui qui nous doit quelque chose. Donc non, il n'y a pas cet implicite-là. Oui. C'est une question très ouverte. Pourquoi est-elle très ouverte? Ça relève de votre avis, oui, mais en fait, quelle est la différence entre être libre, est-ce pouvoir faire ce que l'on veut? Le droit peut-il toujours être juste? Euh, Peut-on savoir ce qu'il faut faire? Et que devons-nous à l'État? Il y a une différence majeure. Ouais. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Autrement dit, il y a une difficulté qui va vous jaillir à la figure quand vous serez en train de travailler au brouillon, c'est que ça va être coton de formuler un problème selon la méthode que je vous avais donnée, à savoir d'un côté on peut penser que oui, parce que, et d'un autre côté on peut penser que non, parce que. C'est donc que le problème va devoir jaillir de l'analyse du sujet. Il va devoir émerger de l'analyse conceptuelle des notions du sujet. Que devons-nous à l'État? Il faut faire l'inventaire des notions qui sont dans ce sujet. Il y a évidemment la notion d'État, on pourrait dire que c'est le thème du sujet. La notion de devoir, ok. Deuxième notion. Troisième notion peut-être? Nous. Autrement dit, le pronom personnel, à mon avis, ici, peut être important. En tout cas, il faut y prêter attention. C'est pas que dois-je à l'État, et c'est pas que doit-on à l'État. Ça a une forme immédiatement, première personne du pluriel, ça a une forme collective. Autrement dit, ça a une forme qui est déjà politique. Alors, je vous ai toujours dit que dans un sujet de philosophie, il y avait des notions qui avaient plus ou moins d'importance et que, au fond, euh, c'était toujours la notion qui se situait à l'extérieur du champ du programme qui devait faire l'objet d'une analyse approfondie. Pourquoi? Eh bien, ça rejoint un petit peu la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Si le sujet c'était l'État, si je vous avais fait un cours sur l'État, eh bien, vous pourriez réciter votre cours sur l'État. Ça ne poserait pas de problème. Ce qui va entraîner, impliquer votre réflexion, c'est que il va y avoir des notions qui vont intervenir et ces notions, elles ne sont pas explicitement traitées forcément dans le programme et dans le cadre du cours. Et c'est ça qui va vous permettre de construire le problème. Autrement dit, dans le sujet que devons-nous à l'État, la notion qui est la plus importante, ce n'est pas forcément l'État, c'est peut-être la notion de devoir, très bien, ou de nous.
Nous verrons. Alors, qu'est-ce que c'est que devoir ici? Qu'est-ce que c'est que devoir? Ouais, Yoann. Très bien. C'est étrange parce que c'est pas le sens le plus courant euh, qui soit. Le devoir, c'est d'abord ici la dette et la créance. Autrement dit, le devoir désigne une relation contractuelle qui est celle d'un débiteur vis-à-vis d'un créancier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que euh, le, le débiteur a une obligation de remboursement pour s'acquitter de sa dette. CRE, accent aigu, ANCIER. Mais que cette relation, elle est contractuelle. Ce n'est pas un devoir moral, ou en tout cas pas directement, euh, que de rembourser sa banque, par exemple. Et d'ailleurs, certains particuliers, certaines entreprises ne remboursent pas leur banque, ils font faillite, ils font banqueroute, et on ne considère pas qu'ils ont failli à un devoir moral, ils ont failli à une obligation financière. Quand ils ne peuvent pas rembourser et qu'ils sont sincères dans leur incapacité à rembourser une dette, euh, ce n'est pas sur le plan de la morale que se situe leur défaillance, c'est simplement sur le plan de la finance. Alors, dans le cadre de l'État, de notre relation de sujet à l'État, que devons-nous à l'État? Littéralement, oui. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit à l'État? Oui. Non, qu'est-ce que vous devez? Quelle est votre dette à l'égard de l'État? Qu'est-ce que vous allez devoir lui rembourser? Ouais, on paye des impôts. Eh oui, hein, eh oui, on paye des impôts. Alors, en fait, il faut bien comprendre, et j'y reviendrai, qu'il n'y a pas d'État sans impôts. Autrement dit, le moment dans la civilisation indo-européenne où on passe d'une organisation tribale à une organisation étatique, c'est le moment où on passe du tribut guerrier, c'est-à-dire en gros du pillage. On prélève des esclaves et des biens. Souvent c'est de la nourriture, mais ça peut être aussi des biens mobiliers. Euh, c'est le moment où on va passer du tribut à l'organisation d'une fiscalité. Ok. Et donc on arrête de piller les populations qu'on exploite, on impose les populations qu'on va. Quelle est la première mission de l'État? Non seulement politiquement, mais historiquement, nous protéger. À quoi servent les impôts? Les impôts servent d'abord à lever des forces armées qui servent à maintenir l'ordre à l'intérieur d'un territoire, à l'intérieur d'une frontière. Ça, c'est encore un point sur lequel il faut revenir. Et surtout à parer à l'éventualité d'une guerre à l'extérieur des frontières. Okay. Donc, en fait, l'existence de l'État est subordonnée à l'impôt
Et sa première finalité, c'est la guerre à l'extérieur et la paix à l'intérieur. Autre point qui est décisif, l'État ne peut pas émerger dans une société qui n'est pas sédentaire. Qu'est-ce qui rend nécessaire la protection d'une population par une force armée? Ben, c'est qu'elle est statique, c'est-à-dire qu'elle est établie durablement sur un territoire, sur un sol. Et pourquoi est-elle établie durablement sur un sol? Précisément parce qu'elle le cultive. On s'est rendu compte que les populations préhistoriques, archaïques, fondées sur la transhumance, le nomadisme, n'avaient pas besoin d'État, parce qu'ils n'avaient pas besoin de force militaire. Et pourquoi n'avaient-ils pas besoin de force militaire? Parce qu'ils n'avaient pas de territoire à défendre. Étant donné que la notion de territoire pour eux, c'est quelque chose de totalement transitoire, c'est des lieux dans lesquels ils passent, mais sur lesquels ils ne s'arrêtent pas. Alors que quand on a un champ, quand on cultive la terre, on doit évidemment être en mesure de le défendre et de défendre son habitation. Alors effectivement, premier truc, premier élément que nous devons à l'État, c'est de l'impôt. Okay. Quoi d'autre? Effectivement, nous devons nous soumettre à l'autorité des lois. De ceux qui les édictent et de ceux qui les mettent en vigueur, qui les font appliquer. Ok. Oui. Et effectivement, nous avons l'obligation de défendre l'État lorsque son existence est en danger. Et oui, ça nous l'avons vu avec Hobbes. C'est-à-dire que nous devons être prêts à lui sacrifier nos vies. Alors évidemment, c'est une éventualité lointaine pour nous, mais nous venons quand même de fêter le 11 novembre. Donc, vous et moi, il y a 100 ans, c'était dans les tranchées avec une espérance de vie de 15 jours. C'est ça la réalité de ce qu'on aurait vécu il y a un siècle. Alors moi d'une semaine parce que j'aurais été probablement votre officier et l'officier il est devant donc il se prend tout de suite la première rafale. C'est une éventualité qui est celle qu'on a mise à distance par un nouveau type de guerre et par une nouvelle philosophie des forces armées, mais c'est quand même quelque chose de... Enfin, si vous voulez, mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale en 44-45. Et j'ai des oncles et des tantes qui auraient pu faire la guerre d'Algérie. C'est quelque chose en fait qui n'est pas si lointain, cette éventualité-là. Autre chose, qu'est-ce qu'on doit d'autre à l'État? C'est déjà beaucoup. C'est déjà exorbitant, d'une certaine manière.
quelle est cette dette qu'on est capable de ne rembourser qu'au sacrifice, qu'au prix de sa vie en fait. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que la relation entre l'État et le citoyen est une relation de créancier à débiteur? Quand je fais un emprunt à la banque, je peux le rembourser. Et ma dette est échelonnée de telle sorte que je puisse savoir quand j'aurai fini de la rembourser. Une fois que j'ai remboursé ma dette à la banque, c'est bon, c'est fini, je m'en lave les mains. Est-ce que la dette que j'ai à l'égard de l'État peut être remboursée? Alors, si je reste en vie, la réponse est non. Et la seule manière de rembourser sa dette de manière définitive à l'État, c'est précisément de lui sacrifier sa vie. Sur les monuments aux morts, vous avez cette formule qui devrait nous troubler. Euh, euh, à ses enfants tombés, la patrie reconnaissante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aussi de reconnaissance de dette. Euh, et que signifie à la patrie reconnaissance? Peut-être, c'est précisément ceci. Voilà, la dette a été remboursée de manière définitive. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si notre relation à l'État, elle est strictement euh, économique. Est-ce que c'est de dette qu'il faut parler pour parler de notre relation à l'État? Quel est l'autre problème qui se pose en particulier en ce moment, en cours d'éducation morale et civique, comme si les deux étaient liés? Quel est le devoir qui m'unit à l'État? Est-ce que c'est simplement une dette? Autrement dit, quel est l'autre sens du devoir? Ah, si vous me mettez un vent alors que j'enregistre une vidéo, là, c'est vraiment pas sympa. Euh, il y a combien de sens du devoir? Il y en a au moins deux. Il y a la dette, effectivement, Iwan nous l'a rappelé. Il y a quel autre sens du devoir? On en sort là, quand même, dans le cours. C'est affligeant, hein. On a fait le précédent cours portait sur quoi? La morale, merci. Il n'y aurait pas quelque chose qui s'appelle le devoir moral par hasard? Si. Euh, Est-ce que le devoir qui me lie à l'État ne serait pas de nature morale? Il y a un deuxième sens du devoir ici qui doit évidemment être pris en compte, c'est celui du devoir moral. Autrement dit, est-ce que l'obligation qui me lie à l'État n'est pas celle que j'ai à l'égard du bien? Est-ce que l'État ne représente pas d'une certaine manière le bien, ou à défaut la justice? Phénomène très simple, quand on enfreint la loi et que le juge, si on a de la chance, il faut avoir beaucoup de chance, si le juge fait son boulot, euh, on est reconnu, on est reconnu. Si on enfreint la loi, on est reconnu coupable. Tiens, coupable, c'est-à-dire fautif sur le plan non pas simplement légal, mais moral. Okay, on n'est pas simplement dans une relation de dette quand on parle de culpabilité.
On est dans une relation qui dépasse très largement la simple question de la dette à l'égard de l'État. Donc il y a deux volets à envisager dans la notion de devoir. Il y a premièrement la notion de dette et deuxièmement la notion de morale, de devoir moral, d'obligation morale. L'une est commerciale, on peut s'en acquitter et elle est extramorale. L'autre est absolue, éternelle, universelle et on ne peut jamais s'en acquitter. Okay. Alors, qu'est-ce que l'État? Nous en avons déjà parlé un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Alors, ce qui est compliqué dans ce sujet, c'est que très clairement, il faut prendre en compte toutes ces formes historiques. Il faut se demander ce qui est un État et ce qui n'est pas un État. Et donc, dans ce genre de situation, ce qui est utile de faire, c'est précisément comment dire, d'examiner les passages où on est presque à un État, mais pas encore tout à fait à un État, et où on fonde véritablement un État. Autrement dit, d'examiner les situations limites où on est quasiment à un État, mais pas encore tout à fait. Donc distinguer l'État de notions ou de situations qui lui sont proches historiquement. L'État, ça se distingue par exemple de la société, de la tribu. Qu'est-ce qui va faire que l'État n'est pas la société? Qu'est-ce qui va faire que l'État n'est pas une tribu? Ouais. Alors, c'est étrange que vous disiez ça parce que c'est exactement ce que pense Aristote. Aristote va dire qu'on passe. Aristote, dans les politiques, fait une genèse de ce qu'il appelle la cité. Mais la cité, en fait, ça englobe très largement ce que nous appelons État. Et il dit la chose suivante. Euh, dans l'État, il y a plus que la tribu, qui est au fond un simple rassemblement de familles. Autrement dit, il y a une continuité entre la tribu et l'État, mais cette continuité, elle n'est pas totale. Il y a une rupture manifeste entre les tribus et l'État. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il y a une forme, euh, il y a une forme d'altérité ethnique. Ce n'est pas tout à fait le même sang qui coule dans nos veines quand nous sommes soumis au même État, alors que quand nous sommes les membres d'une même tribu, il y a une telle continuité familiale au sein du groupe qu'il y a une homogénéité. Qu'est-ce qui va faire l'unité de la cité? Qu'est-ce qui va faire l'unité de l'État par rapport à celle de la tribu? Ce n'est plus simplement le sang, c'est quoi? C'est l'idée de l'appartenance, oui, mais quel type d'appartenance justement? Oui. Alors, la nation, c'est quand même une idée relativement moderne, hein. Euh, on pourrait la faire remonter, je ne sais pas, moi. Euh, allez, si on est sympa, au XIIe siècle, XIIIe siècle en France. Mais avant cela, l'idée de nation n'est pas une idée qui va de soi. Euh, elle n'est même pas formulée. Non, qu'est-ce qui fait qu'on vit dans la même cité? Alors, il y a le territoire, effectivement. Euh, encore que, il y a une forme d'État qui est
qui est quasiment au-delà de l'État. C'est l'Empire. Et l'Empire, c'est précisément une forme étatique où il y a une exception à ce qui caractérise normalement un État, c'est que toutes les lois ne s'appliquent pas de la même manière sur toutes les portions du territoire de l'Empire. Autrement dit, il y a une unité politique de l'Empire, mais ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent les mêmes parties du territoire de l'Empire. C'est le cas par exemple de l'Empire d'Alexandre le Grand, c'est le cas de l'Empire colonial français, c'est le cas de l'Empire romain pendant très longtemps. C'est pas le même droit tout à fait qui est appliqué en Calédonie et à Rome, ça c'est certain. C'est Qu'est-ce qui va donc caractériser l'État dans sa forme normale, on va dire? La soumission d'un territoire aux mêmes lois, effectivement. Donc, ce qui va caractériser l'État, d'une part, c'est son existence territoriale. Un État a des frontières. Et au sein de ces frontières, les mêmes lois s'appliquent. Il y a un en deçà de l'État qui est la tribu, et un au-delà de l'État qui est l'Empire. Et d'une certaine manière, c'est une hypothèse que Hobbes envisage à un moment, mais euh, la mort de la politique, ça serait un État mondial où toutes les lois s'appliqueraient où les lois s'appliqueraient de la même manière à tout le monde sur l'ensemble de la planète. À ce moment-là, il n'y aurait plus lieu de parler de politique. Il y aurait une sorte de méga léviathan et on ne pourrait plus parler, à proprement parler, justement, de politique. Ça serait la mort de la politique. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré la première partie du cours, à savoir la fin du cours sur la morale, ce n'est pas grave. Là, ça fait quand même 2,26 gigas cette affaire-là. Donc, ça fait quand même beaucoup. Au revoir.